Bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. Voici ma présentation d'aujourd'hui, Covid long et douleur, une perspective asiatique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt lié à cette présentation. Voici mon hôpital universitaire, qui compte 1800 lits, 56 services et plus de 500 professeurs. Mon unité de médecine antidouleur est un service ambulatoire et un service interventionnel unique. Avant la Covid, nous gérions généralement l'aspect génétique de la douleur. Mais, pendant la Covid, nous l'avons transformé en unité de réanimation dédiée à la Covid, impliquant tous mes collaborateurs et nos installations. J'ai défini 3 objectifs d'apprentissage. Le spectre des pathologies post-Covid, la perspective asiatique sur le Covid long et la compréhension de la douleur post-Covid. Nous savons tous que, après décembre 2019, au moins 222 millions de personnes ont été touchées et nous avons perdu 4,6 millions de patients. La présentation de la maladie. Il s'agit d'un spectre différent selon la démographie et les populations locales concernées. L'attention et les politiques étaient centrées sur les soins intensifs dans les hôpitaux, ce qui, pendant la pandémie de Covid-19, a entraîné des restrictions dans les déplacements internationaux et des confinements nationaux. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi et l'économie en a souffert. Nous avons alors réaffecté nos ressources et nos installations médicales. Les services de médecine non urgente, comme les services de prise en charge de la douleur, ont fermé complètement ou partiellement. Voici un article publié dans Best Practice and Resource in Clinical Anesthesia Therapy, qui montre que dans les pays développés, paradoxalement, les ressources ont été redistribuées, associées à un confinement strict et une politique de quarantaine, ainsi qu'à la mise en œuvre de campagnes de tests. Ils ont renforcé leurs établissements de santé et digitalisé les services de soins et en ont profité pour diminuer la mortalité et la morbidité. Les établissements de soins ont été réorganisés, en utilisant par exemple les services non urgents comme les cliniques antidouleurs. Ils ont développé des recommandations pour le scénario post-Covid. Mais en Asie du Sud et dans les pays asiatiques, en raison des difficultés financières, il est difficile de prolonger le confinement et les règles de quarantaine. La vaccination a été plus lente que dans les pays développés. Puis est apparu un nouveau variant, le variant Delta, et d'autres encore, et on ne sait pas ce qui viendra ensuite. Les nouveaux cas ont donc augmenté, la morbidité et la mortalité ont augmenté, les établissements de soins ont été submergés. L'attention est portée aux résultats des soins intensifs, et non sur les services non urgents. Nous pouvons tirer des leçons d'épidémies plus anciennes, comme le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou la grippe aviaire, survenue entre 2013 et 2019. Le virus chikungunya, apparu en Afrique, et le virus Zika en Asie du Sud-Est et du Sud. Ensuite, la Covid-19 est apparue en Asie et s'est répandue dans le monde entier, tous les pays et les territoires. Examinons le syndrome post-viral, la relation avec le syndrome clinique de la Covid. Ici, dans le Journal of General Practice, le syndrome post-viral de l'année 1986 à 87. Ensuite, est apparu le syndrome de fatigue post-virale, dans le British Medical Bulletin de 1991. Ensuite, les troubles du stress post-traumatique après le SARS. Le spectre de la maladie est très similaire. La maladie virale aiguë est associée à une fièvre, des céphalées, une myalgie, une fatigue, une perte d'appétit et des symptômes organiques spécifiques, et les symptômes post-viraux, généralement à la douleur, la fatigue et les troubles de la mémoire. Mais après une infection à chikungunya, les douleurs articulaires et les douleurs neuropathiques et la douleur généralisée chronique étaient prédominantes. Pendant le syndrome post-Covid, dans un article publié en mars 2020, l'auteur indique que le syndrome post-Covid va de la Covid-19 sous aiguë chronique à la post-Covid. Généralement, la qualité de vie est altérée et on observe des douleurs articulaires et musculaires. Il peut aussi y avoir un trouble lié au stress post-traumatique. On observe même des insuffisances rénales chroniques et des myocardites. Mais il n'y a pas de définition consensuelle du syndrome post-Covid. Cet article publié en 2021 dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health divise le scénario de la Covid en 4 chapitres. Les symptômes potentiellement liés à l'infection, les symptômes aigus post-Covid, le Covid long et le Covid persistant au-delà de 24 semaines. Cet article récent publié dans Anesthesia définit une recommandation de l'Association of Anesthetists, la Fédération of Surgical Specialty Association, le Royal College of Anesthetic et le Royal College of Surgeons of England. La Covid-19 est divisée en phase aiguë, symptômes chroniques, syndrome post-Covid, Covid long, et résolution des symptômes, soit 5 stades. Quelles en sont les conséquences? Les experts internationaux indiquent, à raison,
que la prise en charge de la douleur post-aiguë commence par des consultations de télémédecine, par la prise en charge biopsychologique de la douleur, l'utilisation de la pharmacologie et des prescriptions de médicaments, des opiacés, des INS et des corticoïdes, même s'il n'y a pas de consensus sur l'usage des corticoïdes dans les premiers jours, en raison du risque d'hyperthermie. Que se passe-t-il en Asie? Dans les études menées en Asie, en Malaisie, 66% des patients présentaient ces syndromes post-Covid. Le ministère de la Santé japonais les mentionne aussi, avec un syndrome de Covid long qui peut continuer au-delà de 6 mois. Au Bangladesh, en Inde et en Chine, le scénario est similaire avec 76% de la population présentant un syndrome post-Covid. Les 3 principaux symptômes sont la fatigue persistante, l'essoufflement et les troubles du sommeil. Ce scénario est presque identique dans le monde entier. Au RU, 68% de fatigue persistante. Mais aux États-Unis, l'essoufflement est à environ 43% et les troubles du sommeil au RU concernent 57% des patients. Que dire de la douleur associée à la Covid? On retrouve principalement des douleurs articulaires, douleurs thoraciques, céphalées et myalgie. Pour les douleurs articulaires, aux États-Unis, le taux est de 27% et au Bangladesh de 1% seulement. Pour la myalgie, les États-Unis arrivent à 6% et l'Iran 8%. On le sait, la douleur post-Covid et le spectre de la douleur se composent de 3 scénarios. Le pic de la douleur, c'est-à-dire la douleur chronique, principalement dans la douleur chronique clinique, la douleur lombaire chronique et les douleurs motrices chroniques. Le second scénario est l'aggravation de la douleur chronique après la Covid en raison des perturbations des services, et surtout, les nouvelles douleurs qui deviennent chroniques et surviennent pendant la phase aiguë et dans les populations hospitalisées. Il y a donc un cycle des douleurs. Il commence par les difficultés de la rééducation et se termine par l'atteinte neurologique. Et, en réanimation, des douleurs proviennent des nombreuses procédures utilisées, comme la thérapie de mise en décubitus ventral et le risque de septicémie, toutes liées à la douleur post-Covid. Au Bangladesh, nous avons étudié le Covid long, le syndrome des séquelles post-Covid, en commençant avec M. Asaduzzaman, un patient en Covid très long. Il n'avait aucune douleur avant et après, il présente un score fonctionnel post-Covid significatif. Il souffre de fatigue persistante, d'essoufflement, de troubles de la mémoire et de difficultés de concentration. Cette patiente souffre de douleurs lombaires uniquement, avec un score VAS de 4. Mais, après la Covid, son score est de 7 à 4. Les douleurs lombaires interféraient avec sa vie quotidienne, avec un score de 3 environ. Nous avons commencé ces recherches dans mes services sur la post-Covid. Les données recueillies sur la douleur et les invalidités après la Covid donnent un score fonctionnel PCFS post-Covid d'environ 2. Pouvons-nous soulager la douleur post-Covid des patients et dans nos services de soins de santé avant la pandémie de Covid, nous observons une charge de morbidité chez une personne sur 5 venue consulter pour des douleurs. Et chaque année, une personne sur 10 est diagnostiquée avec des douleurs chroniques. Dans cette région du monde, dans les pays à revenus faibles et moyens, la charge de morbidité en matière de douleur est de 18% de la population. Nous n'allons pas examiner un participant de ce scénario. Sommes-nous prêts à affronter une nouvelle épidémie, après la Covid? Nous devons nous y préparer. La douleur et les invalidités de la Covid seront peut-être le prochain scénario après cette pandémie. Pour conclure, nous pouvons identifier les facteurs de risque. Nous pouvons catégoriser l'intensité des douleurs post-Covid, le déclenchement et la durée. Nous devons non seulement modifier nos traitements médicaux et nos interventions techniques, mais aussi prévoir la rééducation, l'évaluation psychologique et le soutien psychologique pour la période post-Covid. Mais nous devons surtout renforcer nos infrastructures de santé avec des formations adaptées et des préparations nécessaires. Pour cela, nous devons effectuer des recherches et avoir des preuves. Nous devons établir des politiques en impliquant tous les acteurs, les responsables politiques, les législateurs et les malades du Covid long. Cela étant dit, les patients souffrant d'un syndrome post-Covid attendent de nous que l'on trouve un consensus sur la douleur post-Covid-19. Voilà, je souhaite remercier les organisateurs, l'IASP, qui travaillent à la réduction de la douleur dans le monde. Merci à l'IASP de m'avoir permis de faire cette présentation. Merci à tous de votre attention.